Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. 3 mois après le lancement de l'AGRASC, agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une conférence de presse a été organisée par la direction générale pour expliquer aux médias les missions qui leur sont assignées. Et puis les rames de Dabola viennent d'être inaugurées. Elles couvrent toute la région avec des filières en parfaite adéquation avec le marché de l'emploi à suivre dans cette édition. Enfin, la Guinée s'apprête à accueillir le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement en février 2024. D'éminents professionnels de ces secteurs sont attendus à Conakry pour échanger sur leurs préoccupations. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre poursuit sa tournée dans les départements ministériels du pays pour le compte de cette journée de suivi du contrat annuel de performance des ministères. Des équipes ont sillonné plusieurs départements. Dans l'ensemble, le constat est reluisant. Adi Camara, bureau de presse de la primature. Dans le souci d'améliorer la performance au niveau des structures et des différents départements ministériels, le ministre chef du gouvernement exige une évaluation trimestrielle. Serait de cette tournée. Nous sommes au ministère de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'emploi. Le ministre Alpha Boubacar Bari et ses cadres se disent engagés à respecter les normes administratives établies pour obtenir des résultats escomptés. La séance, c'était entre le Premier ministre et les cadres des directions nationales ainsi que des directions générales. Je pense que globalement, tout s'est très bien passé. Le Premier ministre en sort satisfait, selon ce qu'il nous a dit, de ses enjeux, surtout de la qualité des activités menées par la direction évaluée aujourd'hui, qui est la Direction nationale du numérique dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Puis c'est le tour du ministère du Commerce, de l'Industrie et PME. Face au Premier ministre chef du gouvernement, questions et réponses suivies des documents liés au grand chantier prioritaire du département du commerce. Plusieurs questions ont été posées et on a au sort une de mes directions qui a fait la présentation pour non seulement parler de ces objectifs assignés dans la lettre de mission, mais aussi la déclinaison des outils d'évaluation de la performance. Et ça s'est suivi par la séance de questions-réponses. La direction qui a été désignée, c'est les 3 AE qui est en charge d'accompagner les micro-entreprises. C'est un marathon qui exige le dévouement et le patron. C'est là le sens élevé de responsabilité que le Premier ministre manifeste dans ses initiatives. Arrivé au ministère de la Justice, droits de l'homme, l'équipe s'entretient avec les techniciens des différents services. Il a été question d'éplucher des documents relatifs au bon fonctionnement des différents services du département de la Justice et des droits. Assurant l'intérim du ministre de la Justice, j'ai assisté à côté du Premier ministre à cette évaluation du ministère de la Justice et des droits de l'homme. L'administration pénitentiaire est celle qui a été tirée haute et le directeur s'est très bien débrouillé pour parler naturellement de sa gestion et très franchement, les choses se sont très bien passées. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, décline les objectifs de la séance. Le ministre Lansana Beya Diallo revient sur les projets prioritaires de son département. Très bonne évaluation parce que le Premier ministre effectivement est tombé sur l'auto-emploi du service et aujourd'hui on a vu une présentation qui était assez positive et donc je pense que le département ici aujourd'hui, en tout cas en termes de présentation et d'objectifs qu'on nous a fixés, ont été atteints aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'aller aujourd'hui sur le terrain justement pour voir comment est-ce qu'on palpe et on touche d'une manière réaliste les objectifs qu'on nous a fixés et surtout le travail que ces jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Au secrétariat général des affaires religieuses, le ministre Kara, entouré des cadres et chefs religieux, accueille le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Les documents présentés au Premier ministre et son équipe, le processus des pèlerinages au lieu saint, la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays.
son choix est tombé sur la direction générale du WACF et Zakat. Donc, plusieurs questions ont été posées et nous avons essayé de répondre à ces questions et les nouvelles réalisations de ces instructions. Et je crois bien que nous avons bien suivi ces instructions. Cette initiative du chef du gouvernement de Bernard Goumou, sous l'impulsion du président de la République, colonel Doumbouya, répond à l'espérance des Guinéens en cherchant de nos forces l'unité nationale, seule ferme efficace du renouveau. Et puis le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a récemment accueilli une délégation des Nations Unies dirigée par le sous-secrétaire des Nations Unies et coordinateur général des Nations Unies pour le développement du Sahel. Les échanges ont essentiellement porté sur l'organisation des élections en Guinée. Autre précision avec Bakary Bamba Condé et Omar Barry. Au cours de leur entretien, Abdoulaye Mar Gueye a salué les actes courageux entrepris par le président colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement en vue de refonder l'État guinéen. Il a souligné que ces mesures positives distinguent la Guinée au niveau du Sahel et ont contribué à renforcer la stabilité dans la région. Cette reconnaissance témoigne de l'appréciation internationale des efforts entrepris par la Guinée pour parvenir à une transition démocratique réussie. Le coordinateur général des Nations Unies pour le développement du Sahel a exprimé l'engagement de son institution à soutenir le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans le processus de transition et spécifiquement dans l'organisation des élections à venir. C'est extrêmement important pour voir comment le système des Nations Unies et le PNUD en particulier doit appuyer ces ministères qui, comme je le dis, c'est la centralité d'un gouvernement. Donc avoir la perspective du ministre était extrêmement important pour voir comment calibrer l'accompagnement des Nations Unies à la transition, moi je dis même à la refondation qu'on est en train d'observer ici en Guinée. La Guinée est en train de devenir un pays prêteur et un pays modèle dans la refondation de nos États et de nos sociétés au Sahel. De son côté, le ministre Amori Kondé a souligné la qualité des relations de coopération entre son ministère et le système de l'ONU. Il s'est dit confiant quant à l'accompagnement des Nations Unies dans l'organisation des élections à venir. Il est venu échanger avec nous par rapport d'abord sur la question liée à l'appui des Nations Unies au processus électoral, mais également l'appui des Nations Unies à la refondation de notre État. Plusieurs autres questions liées à la répartition des revenus issus de l'exploitation minière, mais surtout la traçabilité des ressources mises à la disposition de nos collectivités dans le cadre du financement et développement à la base, mais aussi des modèles de développement qui ont été bâtis dans d'autres pays pour la répartition des ressources nationales. On fait l'objet de discussions entre nous et la délégation des Nations. Et nous sortons de cette discussion très réconfortés dans l'espoir que l'appui du PNUD que nous bénéficions déjà depuis le début de cette transition va davantage et va aussi toucher à d'autres domaines de développement de la nation. La réunion entre le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le coordinateur général des Nations Unies pour le développement du Sahel souligne l'importance de la coopération internationale dans le processus de transition en Guinée. Dans l'actualité encore, des acteurs de la société civile de la CEDEAO se réunissent à Conakry. L'idée est d'aider les pays en transition pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est une initiative du réseau ouest-africain de solidarité pour la démocratie. Les travaux sont lancés par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Moussa Kouyaté, reportage. Le réseau ouest-africain de solidarité pour la démocratie est une structure qui regroupe 15 pays de la CEDEAO. L'objectif de ce réseau est de renforcer la démocratie, la gouvernance de ces travaux de Conakry avec des acteurs de la société civile. Afin d'aider le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger à achever la transition. Nous travaillons avec la CEDEAO, nous travaillons avec les organisations de la société civile de la sous-région et nous essayons d'aider les pays en transition à réussir la mission. Nous essayons donc de comprendre les défis qu'il y a dans les différents pays
et on peut partager l'expérience entre pays et comment on peut aider les pays à avancer justement vers l'Europe constitutionnelle. Les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les partenaires impliqués dans l'organisation des gens comme AIFS et l'ambassade des États-Unis ont pris part aux travaux de Conakry. En tant qu'acteur de la société civile guinéenne, malienne, burkinabé et de la République du Niger, et de vous appeler également à vous mobiliser afin de pouvoir aider nos différents pays en transition pour mobiliser les ressources nécessaires afin de mettre un terme à la transition et de nos pays de lois et d'instruments pouvant permettre de ne plus basculer dans ce qui est arrivé dans nos différents pays. Pour le ministre Mori Kondé, les 4 pays en transition dans l'espace CEDEAO ont besoin de l'accompagnement technique, matériel et financier de tous les partenaires sans exception pour achever leur transition. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, communiqué le ministère salue la forte mobilisation citoyenne en faveur des précédentes journées civiques d'assainissement. En effet, conformément à la directive gouvernementale relative à l'assainissement, la journée de mobilisation citoyenne du 4 novembre 2023, qui se tiendra de 8h à 12h sur toute l'étendue du territoire national, sera essentiellement dédiée à l'assainissement des établissements scolaires identifiés par les autorités locales. À cette occasion, tous les citoyens et citoyennes invités à participer activement à l'amélioration du cadre de vie de nos enfants. Toutefois, toutes les bonnes dispositions sont prises pour la collecte et le transfert des ordures vers le site final. Les gouverneurs, préfets, maires, résidents de conseils de quartier, chefs secteurs et carrés sont invités à prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de ces opérations d'assainissement qui favorisent le bien-être et la santé. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe que la circulation ne sera pas bloquée et sait compter sur l'engagement habituel de toutes et de tous. Conakry, le 3 novembre 2023, signé Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La ville de Mandiana constitue la 3e étape de la mission du ministre du Budget, une occasion de visiter le bureau des douanes de Bougoula où les marchandises sont dédouanées. La localité est partagée entre les activités régaliennes des corps sur place et des plaidoyers des personnes sur le plan infrastructurel. Explication Mohamed Sehersouma. Le folklore wassolon pour souhaiter la bienvenue au ministre du Budget et aux autorités administratives de Kankan. Mais le plus important demeure les questions de recettes. Le poste de dédouanement de Bougoula plus largement à l'atteinte des résultats. Cela à travers des marchandises en provenance de la Côte d'Ivoire. Une des missions parmi d'autres. C'est un bureau qui n'est pas informatisé. Nous faisons la peste directe. Déjà maintenant, nous accompagnons les opérateurs économiques. Vous avez vu l'état de route. Combien de fois c'est difficile. Et troisième aussi, nous sommes là avec les autres corps. Nous faisons la main tendue avec les autres corps, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie. Il y a une synergie d'action entre nous ici. Face à ces exploits, les populations égrènent un cocktail de problèmes. Essentiellement, on retient le manque d'infrastructures sociales de base. Il y avait beaucoup de choses que l'autorité régionale ou préfectorale n'était pas informée. Mais actuellement, le ministre les a montrés par A plus B. Tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent passer par les administrateurs territoriaux. Tout ce qu'ils ont demandé, ce n'est pas de la mer à boire. S'ils plaît à Dieu, le CNR ne promet pas. Mais quand vous leur demandez quelque chose, si c'est possible, vous allez voir comment ils vont faire et ils le feront sans embâche. Bougoula d'Amandia met un terme à la visite des zones frontalières et des chantiers de la région de Kankan. Même exerce les prochaines heures au niveau de la région voisine de Farana. Je vous l'annonçais de sommaire, dans le volet justice, 3 mois après le lancement de l'AGRASC, agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la direction a ce jeudi animé une conférence de presse. Il était question d'expliquer aux médias le rôle de l'agence, aussi inviter les structures évoluant dans le secteur à plus de collaboration. Kerno Yunosaba, compte rendu. L'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,
Cet établissement public à caractère administratif est mis en place depuis 3 mois. Son fonctionnement vient confirmer la dynamique du CNRD pour la réalisation de la vie publique. Qu'est-ce que c'est que nos activités? Premièrement, c'est obtenir et avoir en notre possession tous les avoirs venus de toutes les structures qui ont pour activité principale la saisie et la confiscation des biens. Ici, la direction rappelle le bien fondé de l'agence. Devant la presse, la GRASC rassure l'opinion et décline ses relations avec les structures intervenant dans la gestion des biens. Que ce soit pour la gendarmerie, dès que vous avez interpellé quelqu'un et que vous avez en sa possession certains biens, ces biens-là et ce délinquant sont conduits en même temps au tribunal. Arrivé là-bas, c'est déjà un avoir qui doit forcément transiter pour être rapatrié dans les caisses de l'agence. La GRASC veut aller vite pour mériter son mandat. Au-delà de son rôle traditionnel qui consiste à gérer les avoirs, la GRASC enquête sur l'origine des biens d'une personne poursuivie en justice. Un exemple, M. X suivi pour escroquerie ou abus de confiance. À partir de cette escroquerie ou abus de confiance, il a pu se faire des immeubles où il a pu s'acheter des véhicules. Lorsqu'il est poursuivi, il y a automatiquement à partir de la structure de la GRASC une division ici qui va s'occuper d'enquête sur le patrimoine de la personne. Parce qu'on pense que l'abus de confiance et l'escroquerie t'ont permis d'amasser ces biens-là. Cette initiative de la direction vise à mettre les acteurs, y compris les citoyens, au même niveau d'information. Objectif, impulser un caractère transparent aux activités de la GRASC. Et comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons le directeur général de la GRASC, M. Alpha-Séni Camara. Bonsoir, M. Camara. Oui, bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je rappelle que vous êtes magistrat et donc directeur général de la GRASC. Parlez-nous un tout petit peu de la GRASC et pourquoi la GRASC. Oui, merci beaucoup, madame. Rapidement, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est une agence, la dernière née en Guinée. Et elle est née de la volonté des autorités actuelles du pays pour aider l'État, les populations à obtenir la gestion globale de tout ce qui appartient à l'État. Parce que ce qui appartient à l'État appartient automatiquement à la population. Donc elle est née, cette agence, de la volonté des autorités de la République. Il faut comprendre que n'eût été cette volonté politique, il n'y aurait pas eu la création de l'agence. Alors, c'est pour cela que dans sa description, elle est sous la tutelle conjointe et du ministre de la Justice et du ministre du Budget. Donc, c'est un peu l'exception qu'il y a dans cette affaire-là. Donc, dans les textes, l'agence a existé, mais dans la réalité, dans la pratique, il a fallu le président de la République, il a fallu donc son impulsion, le colonel Mamadi Doumbouya, pour que cette agence ait le jour. Elle a eu le jour le 17 août 2023 par un décret qui a nommé la direction exécutive et le 26 août, l'installation des responsables d'agence a eu lieu. Voilà un peu la description globale et elle est soutenue, cette agence, par les dispositions du Code de procédure pénale, articles 964, 965, 966 jusqu'à 969. Quand vous parcourez ces dispositions, vous cernez carrément la mission et les objectifs que la loi a fixés à l'agence. D'accord. Et justement, c'est quoi, s'il faut, l'objectif et la mission de la GRASC, c'est quoi l'objectif recherché au sein de votre agence? L'objectif recherché, c'est d'abord obtenir à partir des structures de l'État, notamment les tribunaux, donc les juridictions, des structures comme la douane, des structures comme le commerce, des structures comme les impôts, etc., etc., obtenir de ces structures cette masse de biens qui traînaient là à la suite des infractions pour lesquelles les gens étaient poursuivis, mais qui étaient là et qui étaient dans la déperdition. Donc la grâce permet d'obtenir tout ça et gérer temporairement ou définitivement ces avoirs pour permettre à l'État de savoir qu'est-ce qu'il faut en faire pendant que sûrement les délinquants qui ont été poursuivis et qui étaient porteurs de ces infractions ont été ou condamnés ou acquittés. L'un dans l'autre, l'agence permet de gérer ces biens
en attendant qu'une décision définitive intervienne au niveau de la justice. Mais est-ce qu'il y a des actions posées déjà sur le terrain, des résultats obtenus, tout ça? Oui, dans un premier temps, puisque nous sommes des nouveau-nés, nous n'avons fait que des activités institutionnelles. Ça veut dire que nous avons fait des contacts de toutes les structures, y compris les juridictions, à partir desquelles, parce qu'en fait, ces structures-là que nous appelons des institutions, des activités institutionnelles, c'est des pourvoyeurs, s'il faut expliquer comme ça, c'est les pourvoyeurs désormais de la grâce. Parce que tous ces biens qui tournent de la police, la gendarmerie, des douanes, de tous ces services-là, vont désormais rapatrier leur avoir au niveau de la gestion de la grâce. Voilà un peu ce que ça représente, mais ça fait beaucoup de travail. Nous n'avons pas encore atteint les activités physiques qui consistent à commencer la vente ou l'aliénation de ces biens. Mais les contacts du point de vue institutionnel exigent de ça. Nous venons du Sénégal où nous avons eu à contacter notre homologue. Là-bas, c'est l'Office national du recouvrement des avoirs criminels. L'acronyme est différent, nous c'est la grâce, mais le fond, la description des activités est le même. Voilà. D'accord. Donc on s'est compris, c'est vrai qu'il y a tant à dire. Vous avez peut-être un message particulier avant de se quitter. Vous aurez le temps, bien entendu, de passer dans d'autres programmes de la RTG. Oui, le message c'est qu'il faut que les Guinéens comprennent que la grâce n'est pas une institution contre un citoyen. Elle n'est ni contre les citoyens, elle n'est ni contre des sociétés. Elle est simplement une arme qui va traquer les criminels et leurs biens. Parce qu'il faut éviter que les criminels profitent de ces biens qui découlent d'une infraction. Il faut éviter aussi que les victimes de ces infractions, leurs biens soient spoliés. Donc c'est pourquoi, à la fin, nous appelons les gens à se ressaisir et d'accepter que la grâce, comme je l'ai dit tantôt, c'est une arme. Il faut l'accepter parce qu'elle est destinée à aider la population et l'État à obtenir l'essentiel de ses ressources. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci beaucoup, madame. Vous l'avez compris, on recevait donc sur ce plateau M. Alpha Séni Camara. Il est magistrat et directeur général de la GRASC. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de l'école Régés Arts et Métiers de Dabola. Cette école couvre toute la région avec des filières parfaite adéquation avec le marché de l'emploi. Les différentes couches socio-professionnelles de la localité ont pris part à la cérémonie. Les détails avec Carnos Mandialo. L'école régionale des arts et métiers de Dabola est la 6e ERA ouverte aux apprenants à travers le pays. Bâtie sur une superficie de près de 47 023 mètres carrés, elle peut accueillir 1900 apprenants dans ses 15 ateliers et 64 salles de cours. Ce vendredi, elle est baptisée du nom de Dr Mamadou Boïbari, ancien ministre Bèche de 1989 à 1992. Cette école de formation technique ouvre de nouvelles portes et opportunités à notre région, en ce sens qu'elle des programmes de formation spécialisés dans différentes permettant ainsi aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques et de se préparer à une carrière fructueuse. La finalité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est de donner de la compétence technique et professionnelle aux apprenants. Les formateurs s'engagent à fournir le maximum d'efforts pour donner aux apprenants une formation cohérente et efficiente. Construite grâce au financement de la BID, les Dabola disposent notamment d'un centre d'accueil de 32 chambres et de logements pour les encadreurs. Avec son centre multimédia, elle intègre pleinement le numérique dans le processus d'apprentissage, une aubaine pour les fils de la région. Faire en sorte que cette école puisse connaître un rayonnement. Nous allons essayer aussi de sensibiliser tous nos parents, nos frères, nos enfants, pour qu'ils comprennent qu'aller à l'université, c'est une fait en soi. Aller à l'université, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire un métier, un vrai métier, après la sortie, que tu puisses trouver du travail à faire. Les cours ont débuté avec 8 filières de formation, froid industriel, électricité, mécanique, prix, maçonnerie et menuiserie. C'est une école aussi à plusieurs niveaux. Des élèves sortant de nos écoles primaires, de nos collèges, de nos lycées et même de nos universités pour venir s'inscrire ici et aussi apprendre un métier. Une école exclusivement ouverte à une population ou à un segment de nos jeunes, mais c'est une école qui sera ouverte à l'ensemble des jeunes de Guinée, qu'ils soient partis à l'école ou pas. C'est pour cela que nous allons y développer un centre d'apprentissage post-primaire et secondaire.
En plus d'accueillir les apprenants pour leur formation, l'ERAM de Dabola va s'intégrer dans le tissu socio-économique de la région entière, et cela en appuyant la réalisation d'infrastructures ou encore la matérialisation de certains projets de développement, cela en mettant à disposition ses ressources humaines et ses moyens techniques. L'ERAM de Dabola est la plus imposante de toutes les ERAM disponibles pour l'heure. Nous poursuivons cette édition à l'au-delà de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte engagée par le ministère de la Santé à travers le programme national de la santé au Kara. Ces opérations ont permis de soigner au moins 400 patients de la localité. L'initiative est soutenue par la Banque islamique de développement RTG Forêt, lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo. Dans l'enceinte de l'hôpital préfectoral de Lola, ils sont des centaines de patients pris en charge gratuitement à venir de leur satisfaction du geste du gouvernement guinéen et ses partenaires. À peine 2 semaines après leurs opérations, ces guéris de la cataracte rendent grâce. Ça fait longtemps que je ne vois pas, je ne dévisage même pas mes propres enfants. Donc grâce à l'équipe qui est venue, je vois très clairement aujourd'hui. Donc je ne peux pas m'en aller sans leur dire merci. Et surtout, sans dire merci au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Ça m'a soulagé parce que moi, je suis un enseignant. Si je ne vois pas, ça veut déjà combien d'élèves aussi qui vont perdre les cours. Nous, en tant qu'autorité de la place, c'est un message de réconfort et de satisfaction que nous témoignons aujourd'hui. Ils ont donné encore une nouvelle vie à nos citoyens. Qu'ils soient vivement remerciés. Pilotée par le Programme national de la santé oculaire, cette campagne de chirurgie gratuite de la cataracte a pour but de soulager les populations des localités qui sont jusqu'ici en manque d'un service d'ophtalmologie digne du nom. Dans notre pays, nous avons environ 60 000 aveugles de cataracte. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé, à travers notre programme, a mis en place cette activité au cours de 2023 pour permettre de donner la vue aux aveugles de cataracte qui n'ont pas les moyens de payer les soins. D'opérer 401 citoyens ici contre la cataracte, donc qui est une opacification de cristallin. Et cela a permis à la population de retrouver sa vue. Pour cette deuxième phase de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte en 2023, 5 préfectures ont été touchées avec un peu plus de 2000 patients pris en charge. La Banque islamique de développement finance les opérations. À Mandiana, le projet de prise en charge et de prévention du VIH-Sida se poursuit. Des femmes leaders de la localité sont sollicitées pour intensifier la lutte. Dans les domaines du maraîchage et de la saponification, les recettes ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants. Diamond Kaba, reportage. À Mandiana, de nombreux acteurs luttent au quotidien contre les inégalités dans le domaine de la santé. Ils sont appuyés par les partenaires à travers l'acquisition de périmètres maraîchers. En première ligne, des femmes leaders pour lutter au nom de ces problématiques universelles, éradiquer le sida en zone minière. Ces femmes-là contribuent à l'information et à la sensibilisation de la population. En même temps, ça peut les aider à générer des ressources. Ces femmes-là, il y a des femmes qui n'ont pas le VIH, il y en a qui sont veuves, il y en a aussi qui font d'autres choses. Nous conseillons les populations de venir se faire disputer au niveau des centres de santé. Il faut connaître son sérologique. Tout le monde doit venir se dépister pour connaître son statut sérologique au niveau des centres de santé. Et il faut dire à la population que le traitement est gratuit. 2 ans après le lancement du projet, les acteurs sont à Wassolo pour évaluer les travaux. De nombreuses actions sont mises en place pour éviter la propagation du VIH. Le développement de la culture maraîchère et la saponification, des acquis encourageants à apprécier pour soutenir la stratégie de lutte. Nous sommes très contents d'avoir reçu Sion Conjointe. L'engagement des acteurs a beaucoup changé notre vie. La lutte continue. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qui se passe ici. On a compris avec peu de ressources mises à la disposition de ces femmes, ça peut avoir beaucoup d'impact sur leur vie. De Mandiana, l'autorité sanitaire de Kankan reçoit le Comité national de lutte contre le sida
et l'agence onisienne. Des actions communes sont partagées pour mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida savane guinéenne. Le leadership politique et l'engagement communautaire des alternatives souhaitent pour riposter contre cette infection. Troisième grand titre de cette édition, le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement se tiendra en février 2024 à Conakry. D'éminents professionnels de ces secteurs sont attendus pour échanger sur leurs préoccupations. À la Société des eaux de Guinée, les préparatifs vont bon train. Nabi Kamara pour plus de précisions. Les cadres du secteur urbain de l'eau et de l'assainissement étaient en compte à la direction générale de la SEG à Kaloum. C'est dans le cadre des préparatifs du 20e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement prévu ici à Conakry au mois de février 2024. C'est vrai que c'est la SEG qui est membre de l'association qui a demandé ce congrès, mais c'est au nom du pays. Et c'est le secteur de l'assainissement qui est concerné. C'est pourquoi le président du congrès, qui est le DG de la SEG, a bien voulu mobiliser toutes les structures qui évoluent dans le secteur de l'assainissement autour de lui pour former l'organisation dans les activités préparatoires pour que cet événement soit une vraie réussite au nom du pays. Nous lui rassurons que nous allons vraiment mettre en œuvre pour qu'on puisse vraiment l'accompagner à la réussite du congrès qui doit se tenir ici en 2024. L'envergure de cette rencontre des professionnels, gestionnaires et usagers de l'eau en Afrique est un défi pour notre pays. Elle requiert donc l'engagement de tous. Le congrès africain qui se tient à Conakry l'année prochaine est une opportunité pour lui de vendre son savoir-faire. Mais est-ce que nous allons vendre un savoir-faire lorsque entre nous des difficultés à trouver une voie, à trouver un chemin? Donc il était pour la SEG de faire appel à ses frères d'armes, à ses collègues, à ses partenaires, à ses directeurs, de commencer déjà une concertation. En prélude à ce congrès, un conseil scientifique et technique se tiendra du 27 au 30 novembre prochain à Conakry. Depuis sa création en 1958, l'armée guinéenne a toujours été présente à l'appel du devoir. Elle s'est illustrée vaillamment dans la défense de la patrie, de l'intégrité du territoire et de la préservation de la paix en Afrique. À Boké, c'est au camp Kwame Nkrumah que les autorités militaires et civiles ont organisé la fête qui célèbre l'armée guinéenne. Younoussa Tawel Kamara. C'est au camp Kwame Nkrumah que les officiers, sous-officiers, hommes de rang et la communauté riveraine de Boké se sont retrouvés célébrer le 65e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Ici, deux ont ponctué la cérémonie. Le premier rappelle le but de l'action de la jeune armée guinéenne, les différentes réformes et sa participation aux luttes de libération de certains pays africains. C'est sur les traces de l'armée coloniale que l'armée guinéenne a été créée le 1er novembre 1958. Elle comptait à l'époque que 737 hommes qui se trouvaient en Guinée au moment de l'indépendance. Ensuite, c'est au tour du premier magistrat de la région de Boké de mettre un accent sur le rôle régalien que le camp Kwame Nkrumah a joué dans le cadre de l'intégrité territoriale. Mamadou Kamara a aussi profité pour magnifier les bravoures des hommes en uniforme et les galvaniser davantage pour la réussite de la transition. Cette unité qui nous abrite est une unité majestueuse parce qu'elle a été le berceau de la libération de certains pays africains. C'est de ce camp où sont partis les assauts. C'est de ce camp où la libération a été prononcée. Je voudrais rappeler, messieurs les forces de défense et de sécurité, que le combat est loin d'être terminé. Parce que nous devons aller jusqu'au bout de la transition. Sans sorte que la vision du CNRD, la vision de son gouvernement se passe sans heurts. Ce soir, plusieurs autres activités sportives et culturelles sont prévues au centre-ville de Boké. Dans l'actualité, toujours à Mamou, la fête du 1er novembre a été délocalisée dans une localité située à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Dans cette localité, un centre d'infanterie a été inauguré pour assurer la sécurité le long de nos frontières, aussi faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Mamadou Paté-Baldé.
L'an 65 de la création des forces armées guinéennes a été célébré à Soto dans la sous-préfecture de Ourekaba, préfecture de Mamou. La commémoration de cette fête anniversaire de l'armée guinéenne a été consacrée à l'inauguration du centre d'infanterie de cette localité. Ce camp, dont vous nous faites l'honneur d'inaugurer ce matin, constitue une parfaite illustration des actions posées pour mettre fin à l'insécurité le long de la frontière et empêcher la circulation des armes légères. Financés par le gouvernement de la transition, les travaux ont été exécutés par l'entreprise ODMS BTP. Parmi ces réalisations, on peut citer un bâtiment administratif, 2 dortoirs, un magasin d'armement, une cuisine constituant un magasin de denrées alimentaires et un magasin d'ustensiles, 4 latrines, un château d'eau de 5000 litres. Que le CNRD accorde au renforcement de la sécurité, mais aussi l'amélioration des capacités opérationnelles du bataillon autonome de Mamou. La construction de ce camp militaire est la matérialisation de la cohérence au dispositif sécuritaire. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, des innombrables acquis ont été réalisés pour accompagner les forces guinéennes dans leur mission de maintien de la paix et de sécurité en Guinée. Je demande aux hommes qui bénéficient de ces infrastructures de bien veiller à ces infrastructures, de les tenir dans les meilleures conditions. Nous sommes tous contents et nous voudrons que demain, quand nous revenons encore, qu'on trouve que là, les lieux sont bien tenus. Le climat de confiance entre les paisibles populations et les services de sécurité et de défense n'est plus à démontrer. Parce que dans toutes les cérémonies, nous sommes ensemble. Les activités civilo-militaires, nous sommes ensemble. Pour marquer le fête anniversaire des forces armées guinéennes, les hommes en uniforme bataillon autonome de Mamou ont procédé à une démonstration de cours relative aux soldats malins. L'armée guinéenne est une armée de défi, une armée de succès ancrée dans l'histoire et dans les préoccupations de son peuple, des mérites qui lui sont reconnus et qui sont célébrés aujourd'hui dans la région de Farana. On fait le point avec Ibrahima Oulé Fofana. Ici, au bataillon autonome de Farana, tous les corps sont présents, y compris les anciens combattants. Cette célébration de la fête d'anniversaire est très significative. L'occasion pour les autorités de rappeler la bravoure de l'armée guinéenne depuis sa création jusqu'à nos jours. La célébration du 65e anniversaire de la création de nos forces de défense et de sécurité me donne l'occasion d'avoir une pensée pieuse envers les illustres dévanciers qui ont perdu leur vie pour défendre les causes justes de la nation. Le chef de l'État est en train de mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie, de travail et d'existence de nos voyantes forces de défense et de sécurité qui ont les acquis incontestables qui lui valent à nos jours la reconnaissance internationale. Grâce à vous, nous pouvons vivre en paix et dormir en toute sécurité. Je tiens également à rendre hommage à notre commandant en chef, le chef suprême de l'armée, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a fait preuve d'une détermination sans faille dans son soutien à nos forces armées. Cette célébration est aussi une opportunité pour les civils et les anciens combattants d'apprécier le leadership du président Doumbouya pour son esprit de rassembleur. Vraiment, là où nous nous avons laissé, nos enfants ont pris là-bas. On ne peut qu'à le remercier ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui, la modernisation de notre grande armée. Vraiment, on ne peut qu'à le remercier. Et on remercie sincèrement, n'est-ce pas, l'autorité en place. Après les témoignages, artistes, danseurs et acteurs de théâtre ont représenté sur scène
Le vivre ensemble qui devrait interpeller tous. Au Rwanda, les Africains sont dispensés de visa au même moment. Le roi Charles III prend congé des Kenyans et ça suffoque plus loin en Inde. La synthèse de l'actualité internationale avec Habib Cham. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président Paul Kagame a annoncé la fin de la restriction jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. Le roi Charles III et la reine Camilla ont achevé vendredi leur visite d'État au Kenya après une dernière matinée perturbée par des pluies diluviennes et des inondations dans la ville de Mombasa, dans le sud du pays. Le couple royal s'est pour Londres en début d'après-midi, après 4 jours de visite dans ce pays d'Afrique de l'Est. La capitale indienne, New Delhi, assiégée par un brouillard toxique. Les écoles sont fermées pour 2 jours en raison du niveau dangereux de pollution atmosphérique dû aux brûlis agricoles, au transport routier et aux émissions industrielles. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonsoir.